Allô, bienvenue. Ça fait un moment que je suis pas venue faire une vidéo. Je reviens vers toi parce que tel que je l'ai annoncé un peu plus tôt cette semaine, j'ai enfin décidé j'ai enfin décidé de faire une vidéo sur les fameuses activations de Kundalini qui gagnent en popularité ici au Québec. On les voyait déjà du côté américain, aux États-Unis, on voyait aussi un peu en Europe le phénomène. Et puis là, ben, depuis quelques années, ça commence à gagner aussi en popularité ici au Québec. Et puis, comme c'est un sujet sur lequel on m'a beaucoup questionné dans les dernières années, mais que à l'époque, j'étais pas très intéressée à traiter dans une vidéo particulier qui traitait spécifiquement de ce sujet-là. Ben, j'avais toujours décliné, j'avais répondu un peu au cas par cas aux courriels ou aux demandes qui m'avaient été faites en privé, soit de personne à personne ou, comme je vous dis, là, par des moyens technologiques tels que le courriel ou des messageries. Là, je reviens pour faire une vidéo spécifique sur le sujet parce que à l'heure actuelle, il y a vraiment, bon, j'en ai traité dans les dernières vidéos, je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent de mon côté. Je me suis retirée récemment de certains réseaux sociaux. Et puis là, je vais faire un ménage aussi dans ma chaîne YouTube et je vais garder seulement quelques vidéos. Je vais en éliminer vraiment plusieurs là, au cours des prochaines semaines. Et je vais garder seulement quelques vidéos qui vont être principalement, je vous dirais, les vidéos qui tournent justement autour de la Kundalini parce que moi, c'est un sujet avec lequel je suis très à l'aise. J'ai aucun avantage à t'en parler, mais j'ai aucune pudeur non plus à en parler. Voilà, c'est peut-être un peu le terme que je cherchais. J'ai aucune pudeur à parler de ce sujet-là, mais comme il n'est plus le centre de ma vie non plus, ben je suis pas non plus, comment je vous dirais, attachée, solide après ce topo-là à vouloir revendiquer ou défendre une vérité particulière. Moi, je transmets vraiment qu'est-ce qui s'est vécu ici de ce côté-là pour moi, qu'est-ce que j'en ai compris, et puis là, ben, c'est certain que, je veux dire, dans les dernières années, là, j'en ai vu circuler des vidéos, j'en ai eu des questions, des gens m'ont fait parvenir des vidéos, enfin bref, j'en ai vu vraiment de toutes les couleurs de ce côté-là. Et puis, moi, je suis pas mal dans le vivre et laisser vivre, donc jusqu'à ce stade-ci, je ne sentais pas vraiment le besoin de faire une vidéo sur le sujet, mais comme là, je réaligne des choses dans ce que je partage, finalement, puis dans la façon dont je partage, ben, on va faire un peu de ménage sur la chaîne aussi, puis on va réaligner ça en fonction de ce qui relève, moi, de mon champ, je veux dire d'expertise, là, mais c'est un grand mot. C'est un bien grand mot, oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas vraiment de champ d'expertise en spiritualité. Là, ça, c'est très galvaudé. Mais je vais me ramener par rapport à ce que je connais, ce qui relève de mon vécu, puis ce qui relève de ce qui s'est vécu ici en termes de cheminement. Donc, c'est un peu là où je m'en vais. Donc, c'est pourquoi je viens faire une vidéo sur le sujet. Moi, les vidéos que je fais, sont rarement polarisés. En tout cas, c'est pas mon angle, c'est pas ma façon de voir les choses. Fait que je vous le dis d'emblée, si vous êtes un activateur ou une activatrice dans le domaine de la Kundalini, si vous êtes un enseignant ou une enseignante de yoga Kundalini, ou en tout cas, bref, si vous avez un lien quelconque, que ce soit même au niveau de votre vécu intime avec la Kundalini, je suis pas ici pour m'en prendre à personne, je suis pas ici pour taper sur personne, je vais juste tenter de défaire un peu certains mythes, certaines idées préconçues qui sont véhiculées sur ce sujet-là, de la perspective de ce qui s'est vécu ici. Et puis, c'est certain que je pourrais pas, en peut-être, je sais pas, moi, 20 ou 30 minutes, faire le tour d'un topo qui est quand même assez, ben, assez dense, on va le dire. Donc, c'est certain que, ben, si vous voulez en savoir plus, moi, j'ai ceci ici que j'ai écrit, Embrasser le serpent, autopsie d'un éveil de Kundalini. Donc, il est à vendre sur mon site web. Il n'est pas très dispendieux. Tous les gens au Canada peuvent se le procurer directement sur mon site web, puis les gens en Europe peuvent se le procurer via la majorité des plateformes de vente en ligne de volume. De toute façon, tous les détails sont sur mon site. Si vous avez un intérêt, vous avez juste à aller voir.
Moi, c'est la seule chose que j'ai à vendre parce que pour le reste, je suis pas je suis pas une praticienne, pardon, dans le domaine de la Kundalini. Je ne fais pas des activations de Kundalini, je ne fais pas de promesses quant à la Kundalini d'une façon ou d'une autre. Donc, je ne suis pas ici pour vous vendre une salade particulière, hormis peut-être un livre qui coûte 24,95, qui n'est pas un investissement, somme toute, déraisonnable si vous avez un intérêt pour le sujet. Donc, sur cette longue introduction, je vais me lancer et puis je vais y aller. Finalement, c'est rare que je fais ça, mais j'ai quand même pris quelques petites notes sur les mythes que j'ai vus, que j'ai entendus, pour lesquels on m'a consulté, sur lesquels on m'a questionné, parce que je l'ai eu aussi dans des consultations individuelles, des gens qui avaient été dans des processus d'activation de Kundalini, qui m'ont fait état de certaines choses qu'ils avaient vécues, et puis des croyances qu'ils avaient relativement à ça. Donc, bon, là-dessus, là, je parle pas de nulle part, je parle vraiment de témoignages, de questionnements, de choses que j'ai vues, que j'ai lues ou que j'ai entendues, ou c'est ça, que les gens m'ont témoigné directement. Donc, dans les choses que j'ai beaucoup entendues, la première, finalement, qui touche un peu le texte que je vous ai fait cette semaine, plutôt pour annoncer mon vidéo, hein, je vous disais que, dans le fond, l'énergie, c'est comme un peu la nouvelle mode en spiritualité, le nouveau trend, excusez l'anglicisme, là, mais c'est un peu ça. C'est un peu la nouvelle mode, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont dites à travers les différentes traditions philosophiques et spirituelles de la planète, à travers l'histoire de l'humanité, que je pense qu'on a pas mal fait le tour du jardin quand il est question de spiritualité. Donc, il faut essayer d'explorer des nouveaux champs puis des nouvelles potentialités. Puis ça, c'est très bien, rien à dire là-dessus. Mais là, c'est ça, l'énergie, c'est le nouveau terme du moment, c'est la nouvelle mode. De plus en plus de gens se lancent dans l'énergétique, dans les traitements énergétiques, que ce soit Kundalini ou autre. On est dans l'énergie. Hein? C'est vraiment, l'énergie, c'est vraiment la saveur du moment, la saveur du mois. Donc, premier mythe, bon, c'est que ce qu'on voit souvent, c'est que dès qu'il est question d'énergie, les gens, en tout cas pas tous, là, je ne voudrais pas généraliser non plus. Quand je dis les gens, là, j'essaie de ne pas faire de généralité, même si ça peut sonner un peu comme ça. Disons, de nombreuses personnes l'associent automatiquement à la Kundalini, puisque, historiquement parlant, dans les vieux textes, les textes plus anciens, ben, la Kundalini, oui, a toujours été décrit comme une énergie. Donc là, le mental, lui, il fait une association très rapide, énergie-Kundalini. Mais non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous prenez conscience de l'énergie en vous, que vous avez un éveil à l'énergie, à la réalité énergétique qui est en vous, que c'est automatiquement la Kundalini. Parce que là, il y a des distinctions, puis il y a des compréhensions qui se doivent d'être faites, puis ça, généralement, ben, ça se fait au fil du temps, puis ça, je vais y revenir un petit peu tantôt. Je vais l'aborder vers la fin de mon vidéo, donc si vous avez la patience de rester jusqu'à la fin de celui-ci, ben, je pense que c'est ça qui va être le plus utile pour vous, parce qu'il y a quand même pas mal de stock que je vais dire aujourd'hui, il y a pas mal de matière à transmettre. Donc non, les manifestations énergétiques ne sont pas toutes symptomatiques d'un éveil de Kundalini, c'est faux ça, c'est pas vrai, parce que il y a plusieurs densités, dimension, type, couleur d'énergie, on peut le dire comme ça, même si ultimement, puis à la base, il est vrai de dire que l'énergie, c'est le premier niveau de manifestation de la conscience. Ça je ne remets pas ça en cause, c'est vrai. Ensuite, il faut quand même voir que quand on parle d'énergie, ben, allez lire un peu en physique appliquée, puis en physique quantique. Puis là, je ne vous parle pas de spiritualité à nature quantique, je vous parle vraiment de science. Allez lire un peu, intéressez-vous à l'énergie d'une perspective scientifique, d'une perspective qui a été observée dans des contextes neutres et non pas dans des contextes subjectifs comme celui de la réalité intérieure qui, au départ, est toujours très subjectif. Donc, intéressez-vous à quelque chose qui a été étudié de façon objective et vous allez voir que l'énergie, c'est composé de plusieurs choses. Il y a plusieurs choses dans l'énergie. Si on se ramène au niveau des, on va dire, des enseignements anciens au sujet de la Kundalini,
ben, on va vous parler beaucoup de prana. Hein? Et le prana, dans le fond, c'est une couleur et une densité énergétique qui n'est pas aussi palpable que votre énergie vitale. C'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil et fin, le prana. Et quand il est question de Kundalini, ben, il est beaucoup question de ça. Oui, il y a une couleur énergétique à la Kundalini, on ne dira pas le contraire, on n'ira pas ça. Je ne suis pas ici pour vous dire que la Kundalini, ce n'est pas de l'énergie, mais ce n'est pas l'énergie brute de vie qui vous anime. C'est pas ça, la Kundalini. Elle se véhicule à travers votre énergie vitale. Ça, c'est clair. Vraiment, là, ça, c'est vrai. Elle se manifeste à travers votre énergie vitale, mais c'est pas parce que vous ressentez, que vous avez un ressenti énergétique ou que votre corps se met à bouger dans tous les sens, puis ça, je vais y revenir un petit peu tantôt. Ça veut pas dire que vous avez un éveil de Kundalini. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, et là, ben, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais quand vous regardez les trucs sur le web, peu importe le réseau social que vous empruntez, puis que vous voyez des trucs, que ce soit ici au Québec, en Europe, ou que ce soit même du côté américain ou du côté anglophone, pour ce qui est des fameuses activations de Kundalini, on va vous faire, puis même du côté de l'Inde, on le fait, on va vous présenter vraiment beaucoup de vidéos où on voit les gens couchés au sol, se tortiller, se tordre de toutes sortes de façons, puis là, on fait des associations entre ça et la Kundalini. C'est deux choses complètement différentes. Puis ça, je vais y revenir un petit peu plus loin, là, dans pas longtemps. Je vais aborder ce sujet-là spécifiquement un peu plus loin. Puis je vais vous faire une analogie pour vous l'expliquer. Donc, premier mythe que moi je veux défaire un peu, puis que je voudrais que vous soyez un peu sensible à ça si vous avez réellement une ouverture ou un intérêt ou un appel vers la Kundalini, bien, c'est d'arrêter d'associer manifestation énergétique avec Kundalini, parce que ça, c'est une association qui est trop rapide à faire. Et je l'ai vu du côté des gens qui pratiquent des activations de Kundalini, et je l'ai vu aussi du côté de la fameuse non-dualité, là, surtout, je vous dirais, du côté francophone européen, où dès que les gens commencent à avoir des ressentis de ce niveau-là, ils se mettent à parler de Kundalini, eux autres aussi, mais en banalisant le phénomène, puis en disant, ben, finalement, il n'y a rien là, la Kundalini, c'est juste l'énergie vitale. Encore là, les partages hâtifs, ça se fait à partir de conclusions hâtives. Et comme je vais en traiter plus loin dans mon vidéo, moi, personnellement, là, ici, là, je n'ai pas parlé de Kundalini sur les réseaux sociaux, ici sur YouTube, en termes de témoignages live, là, en vidéo, où je prends le micro pour prendre la parole. Ça a pris 7 ans. 7 ans des débuts, là, des prémices de ce que j'ai vécu de ce côté-là, là, jusqu'à temps que je me sente assez... en tout cas, que je sente qu'il y ait un appel, je vous dirais, en ce sens-là, de dire, bon, OK, là, maintenant, prends ton micro, puis jasen de Kundalini, là, ça a pris 7 ans. Avant ça, oui, j'en ai parlé aux proches, aux gens autour de moi, les gens qui spontanément venaient me voir, puis là, ben, des fois, ça se mettait à parler, ce truc-là, puis je me mettais à en parler, mais j'étais toujours un peu, je revenais chez nous, puis je me disais, bon, qu'est-ce qui vient de se passer? Je comprenais pas trop pourquoi je me mettais à parler de ça, puis je comprenais même pas des fois ce que je disais à ce sujet-là. Je revenais, puis je m'étais comme appris quelque chose, tu sais. Mais de dire qu'il y a un appel profond à dire que j'en parle à un public plus large et plus vaste, ça a pris 7 ans. Et là, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ont 3-4 petites manifestations énergétiques, puis là, ils commencent à faire des partages. Ben, c'est peut-être un peu prématuré. Enfin, bref, c'est une suggestion que je vous fais, c'est à vous de voir pour vous-même. Mais c'est une fausse association à faire que dès qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique, c'est la Kundalini. C'est plus complexe que ça, la Kundalini, quand même. Là. C'est pas pour rien qu'il y a eu des traités très complexes et très ésotériques et très, très, très difficiles à comprendre de nature métaphysique qui se sont écrits sur le sujet parce que c'est quand même quelque chose qui est assez complexe. Bon, c'est la première chose. Ensuite de ça, ben, ce qu'on voit souvent aussi circuler dans les réseaux sociaux, en tout cas, du moins, ça, c'est vraiment des témoignages que les gens m'ont fait, là, des gens qui avaient été à des activations puis qui revenaient. Puis là, ils me disaient des trucs du genre « Ah, c'est incroyable, ça a augmenté ma vitalité, je me sens plus énergique, tatati tatata. » Bon. Encore là, ben, c'est possible qu'après un traitement énergétique de quelque nature que ce soit, ou
ces fameux rituels-là qu'on appelle les activations de Kundalini. C'est possible au sortir de ces événements-là, vous vous sentiez plus énergique pendant une certaine période de temps. C'est fort possible, ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire que c'est signe d'une activation ou d'un éveil de Kundalini. Ça aussi, c'est galvaudé, ça aussi, c'est véhiculé comme, excusez l'anglicisme encore une fois, comme pitch de vente. Hein, on vous vend ça, mais c'est pas ça. La Kundalini, c'est vraiment un système qui s'active en vous quand c'est le temps de s'activer et qui va rééquilibrer, qui va amener de l'harmonie, qui va amener de la pacification, puis qui va amener c'est ça, un état d'homéostasie intérieure hein, qui va vraiment rééquilibrer votre être à tous les niveaux, au niveau énergétique. Ça va amener une homéostasie naturelle où vous allez tomber dans votre propre système, là. En tout cas, on pourra en reparler un petit peu plus loin si ça revient sur le topo. Mais bref, ça vous amène à coopérer à votre système interne et ça rééquilibre et rebalance votre système interne. Donc, il y a des moments où, oui, vous allez vous sentir plein d'énergie, mais il y a peut-être d'autres moments où vous allez vous sentir les batteries complètement à plat aussi. Donc, c'est faux ça, c'est faux de vendre ça comme étant une augmentation de votre vitalité. Peut-être que sur le long terme, oui, définitivement sur le long terme, ça va améliorer votre vitalité à tous les niveaux, ça c'est certain, je peux en témoigner, mais ça se fera pas dans une espèce d'empowerment ou d'empuissancement, pour prendre le terme très à la mode, qui est beaucoup vendu et beaucoup véhiculé. Ça, je m'excuse, mais c'est un slogan publicitaire, c'est une accroche publicitaire pour capter puis attirer votre attention. Puis dans des sociétés où on est beaucoup axé sur la performance, les choses vont vite, les gens ont besoin de beaucoup d'énergie pour être capables de faire leur journée, pour être capables d'avancer, pour être capables de fonctionner. C'est sûr qu'un discours comme ça, c'est très accrocheur puis c'est très vendeur. Mais ce n'est pas nécessairement représentatif de la réalité, surtout si vous vous en allez dans des cérémoniales ou des rituels comme ça ou des pratiques comme ça sans être préparé adéquatement. Vous pourriez rester surpris des désagréments que ça pourrait créer chez vous et justement des problèmes de santé psycho-émotionnels ou même physiques que ça pourrait vous amener. Parce que si votre système n'est pas prêt à gérer cette énergie-là, bien, vous allez prendre conscience de votre énergie, c'est vrai, mais vous allez prendre conscience de tous les déséquilibres, les ratés, les fuites, les dérives, le parasitage, puis tout ce qui est là dans votre champ qui fait que finalement votre système n'est pas équilibré du tout. Donc, c'est pas... je pourrais vous dire que c'est malhonnête que de vendre les choses comme ça, mais je n'irai pas jusque-là parce que je pense que les gens qui œuvrent dans ce domaine-là sont bien intentionnés et puis ils veulent bien faire. Fait que je ne pense pas que ces gens-là soient malhonnêtes à la base. Et là, ça m'amène au prochain point dont je voulais discuter. Souvent, ces gens-là vont vendre parce que, bon, il y a toutes sortes de mythes hein, qui se véhiculent au sujet de la Kundalini, dont le fait que la Kundalini, c'est dangereux. Encore là, je vais y revenir tantôt pour en discuter plus avant, mais comme il y a beaucoup de ça qui se véhicule, c'est normal que ces gens-là qui font ces pratiques-là veulent essayer de défaire ce mythe-là, qui jusqu'à un certain point, ben, je ne dirais pas que c'est un mythe, il y a une réalité dans ça, mais peut-être que la réalité est très... elle est dramatisée, oui. C'est le terme que je cherchais. Cette réalité-là, elle est dramatisée et c'est là qu'il faut ramener les pendules un peu à l'heure. Mais bref, comme c'est bon, il y a beaucoup de drama autour de cette histoire-là, bien là, les gens qui font ces pratiques-là, eux, ils essayent de vous convaincre que finalement, c'est pas si dangereux que ça, en autant que vous faites affaire avec des praticiens formés pour l'activer dans un cadre sécuritaire. C'est ce qui se véhicule. Et ça, je l'ai moi-même vu dans des vidéos. Et ça, par contre, c'est malhonnête. Parce que je ne doute pas du tout que les gens qui font ces pratiques-là, ces rituels-là, qui offrent ces services-là, y aient été formés pour vous offrir un cadre sécuritaire. Ça, je ne doute pas de ça, puis je suis certaine que toutes ces personnes-là ont reçu les formations adéquates pour vous offrir un cadre sécuritaire. Mais le mensonge qui est véhiculé là-dedans, c'est qu'eux peuvent activer votre Kundalini.
Il n'y a personne qui peut activer votre Kundalini. Votre Kundalini, bon, elle est déjà là à la base d'une certaine façon parce que vous êtes en vie, hein? Vous avez de l'énergie de vie, vous avez de l'énergie vitale. Donc, il y a une certaine somme d'énergie de laquelle vous êtes habité qui est soutenue par la Kundalini. OK? Mais pour ce qui est de la Kundalini telle qu'elle se véhicule en Orient, dans les traditions, je vous dirais à connotation yogique ou un peu tantrique, oui, ben, dans cette forme-là, ces enseignements-là tels qu'ils sont véhiculés et la façon dont moi ça s'est vécu ici, je pourrais aussi identifier d'autres personnes avec qui j'ai eu des échanges, des contacts qui ont vécu ça de la même façon que moi. Là, je ne suis pas un cas isolé, là, je ne suis pas différente de certaines autres personnes qui ont déjà partagé sur le sujet. Mais bref, un véritable éveil de Kundalini, la première chose que ça vous met en plein visage, c'est que vous n'avez pas le contrôle de rien. Il n'y a personne qui est au contrôle de quoi que ce soit. Donc, que quelqu'un prétende avoir le pouvoir ou les connaissances ou je ne sais pas quoi pour activer votre Kundalini, ça, c'est un mensonge. Et c'est le plus grand de tous les mensonges qui se véhiculent à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. La Kundalini, partons du principe qu'elle s'active. Moi, je vous dirais qu'elle croît, elle grandit. C'est un système qui croît et grandit au fur et à mesure qu'il y a une certaine forme de maturité ou d'évolution spirituelle. Je ne sais pas trop comment nommer ça, là, parce que rentrer là-dedans, c'est rentrer dans des discours qui me plaisent plus ou moins de chosen one ou d'élus ou de je sais pas quoi, là, puis je pense pas que c'est ça vraiment la réalité. Moi, je pense plus que ça s'active au moment où c'est prêt à s'activer. Hein? Puis je veux dire, ça peut se faire dans des contextes de pratiques spirituelles parce que la personne est rendue là, elle a des pratiques spirituelles, elle a évolué, elle a cheminé, que ce soit à travers le yoga, le tantrisme ou même toutes sortes d'autres pratiques spirituelles. Et vient un moment où, pouf, ce système-là, il s'active, puis là, oups, ça se met en branle, puis ça se met à faire ce que ça a à faire. Bon, puis on pourra revenir plus tard sur ce que ça a à faire. Mais bref, ça s'active quand c'est prêt à être activé, c'est tout, tu sais, je veux dire, puis il n'y a pas personne qui peut activer ça volontairement, puis il n'y a pas personne qui a un pouvoir là-dessus. Ça, c'est tellement de la bullshit qu'on vous raconte, puis on essaye de vous vendre des trucs, et ça, je trouve que c'est vraiment malhonnête. Là, ça, j'ai pas d'hésitation à aller là. Je veux dire, oui, c'est possible que vous soyez en présence de quelqu'un qui a une Kundalini activée puis que la vôtre s'active. Oui, c'est possible que si vous allez, oui, à une activité de cette nature-là, que ça puisse l'éveiller. Et c'est pour ça que je veux pas non plus taper sur les gens qui font ces pratiques-là, parce que si effectivement c'est prêt en vous à être activé, ça va s'activer, mais ça n'a rien à voir avec l'activateur ou l'activatrice. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est là, puis c'est le temps, puis c'est le moment, puis pouf, ça part. Ça part, cette patente-là. Bon, voilà. Fait que là, moi, qu'on fasse des traitements de cette nature-là, qu'on offre des rituels ou des pratiques pour que vous deveniez conscient de l'énergie qui circule en vous, puis que vous fassiez comme, oh, OK, il y a une dimension énergétique en moi, ça, j'ai aucun problème avec ça. Puis si les gens présentent ça comme ça, que dans le fond, ils font des rituels ou des pratiques pour vous mettre en contact avec votre énergie vitale, merveilleux. Vous ne me verriez même pas en train de faire la présente vidéo. C'est un peu comme finalement les gens qui font du Reiki ou d'autres genres de pratiques à connotation énergétique. Eux, ils ont un ressenti, ils ont quelque chose à ce niveau-là, puis ils ont développé quelque chose à ce niveau-là, qui essaie, je ne vous dirais pas de transmettre, mais de partager avec vous pour que vous deveniez à quelque part un peu conscient de ça. Et puis, c'est correct, puis c'est beau. Puis je vais en venir justement au fameux mouvement qu'on appelle des kriyas, hein, qu'on voit beaucoup sur les vidéos, pour vous expliquer que ça, c'est votre énergie vitale. Et là, vous prenez conscience de votre énergie vitale, puis c'est parfait, puis c'est super. Puis ça, je pense que c'est sûr qu'il faut que ça arrive à un moment donné ou à un autre dans un cheminement en conscience, d'entrer en contact avec la dimension énergétique qui est en nous. Ça c'est un volet parmi tant d'autres dans un processus de cheminement en conscience qui est vraiment important. Donc, d'entrer en contact avec sa dimension énergétique, la dimension énergétique en soi, parfait, rien à dire là-dessus, puis c'est super beau.
Mais là, à dire que c'est de la Kundalini, à prétendre qu'il y a quelqu'un qui vous a éveillé la Kundalini, qui a activé quelque chose en vous volontairement parce qu'il y a une technique, un savoir, une connaissance ou un pouvoir, ça, c'est un leurre. Ça, c'est un très, très, très grand leurre. Puis je vais vous l'expliquer au moyen d'une analogie, puis je m'en viens avec les fameux mouvements qu'on voit beaucoup sur les vidéos. Je vous avais dit au départ, je vais y revenir, puis je vais vous faire une analogie. Donc, je continue un petit peu sur ma lancée. Je vais utiliser, dans le fond, l'analogie que j'ai utilisée dans mon livre. Vous savez, dans les maisons, il y a des lampes, des plafonniers ou même des appliques murales, là, comme celle qui est derrière moi, là, à côté de la porte que vous voyez en arrière. Cette lampe-là, elle est reliée à une prise murale qui a ce qu'on appelle un rhéostat. Un rhéostat, finalement, c'est un gradateur qui permet de diminuer ou augmenter l'intensité de la lumière. Vous me suivez, là, tout le monde a déjà vu ça. Donc, quand vous allez voir un praticien en énergie et que là, il met ses mains sur vous ou qu'il fait des pratiques ou des rituels sur vous à connotation énergétique, bien, ce qu'il fait, la plupart du temps, du moins, en tout cas, ce qu'on voit beaucoup, c'est que c'est comme si vous partagez un peu de son énergie vitale. Donc, ce faisant, c'est comme s'il augmentait la tension sur votre système nerveux. Parce que votre système nerveux, finalement, c'est un peu c'est un peu finalement le réseau de câblage électrique de base de votre système. Il est plus complexe. Notre réseau énergétique est plus complexe que juste le système nerveux, parce que ça, les médecines chinoises et orientales nous l'ont montré, les nadis, les méridiens, tout ça, on voit que c'est quand même assez complexe, en tout cas du moins plus que la simple planche anatomique là, qui est présentée dans les cours de médecine. Donc, on est un câblage, on est un système électrique en soi, électromagnétique, qui a un système électromagnétique en nous. Et puis, dans le fond, quelqu'un qui fait une pratique énergétique sur vous, ben, c'est comme si soudainement, il jouait avec le gradateur d'intensité de la lumière. Donc là, il augmente la tension sur votre système nerveux, il augmente le niveau d'énergie qui circule sur votre système nerveux. Donc, si votre système nerveux il est affaibli, il est malade, il y a des blocages importants, il y a des petits traumas d'accumuler ou des grands traumas d'accumuler, il y a du gros mémoriel d'emmagasiner là-dessus, ce qui est à peu près le cas de 90% des gens, bien là, c'est pas trop long que vous allez commencer à avoir des manifestations physiques dans votre corps. Votre corps va réagir parce que l'énergie, elle va circuler plus fort et là, elle va aller rencontrer des résistances dans votre système. Donc là, vous allez vous mettre à faire toutes sortes de mouvements, puis là, bien, on vous vend ça comme étant la Kundalini. Ben non, la personne est juste en train d'augmenter votre propre niveau d'énergie, ce qui vous permet de prendre conscience de votre réalité énergétique, oui, et de réaliser finalement que votre système il est complètement embourbé ou court-circuité ou endommagé ou il manque d'équilibre à un niveau quelconque. Puis là, ça se manifeste jusque dans votre corps physique. Mais ça, ce n'est pas nécessairement la Kundalini, parce que dans le fond, vous avez quelqu'un qui fait juste jouer avec le gradateur de la lumière. Mais ce qui détermine la potentialité d'éclairage de la lampe derrière moi, ce n'est pas le fait qu'on joue avec l'intensité de la lumière, c'est à quoi elle est branchée, cette lumière-là. Est-ce qu'elle est branchée sur le 110, sur le 220, sur le 420? Enfin bref, je ne sais pas, là, moi je ne suis pas une électricienne, là, mais sur quelle source, à partir de quoi elle est alimentée? C'est la source qui détermine la potentialité d'éclairage de la lampe et non pas la personne qui joue avec le gradateur. Ça, c'est juste du bling-bling. Je veux dire, il y a 200 ou 300 ans, là, on aurait amené quelqu'un ici, on l'aurait mis devant cette lampe-là, puis on aurait commencé à jouer avec l'intensité de la lampe, puis tout le monde aurait fait « Waouh, c'est de la magie! » Bien là, c'est à peu près ça qu'on vous sert comme discours. C'est à peu près ça qu'on vous vend. On vous vend de la poudre de perlimpinpin, on vous vend un truc digne des grands phénomènes de foire où on faisait sortir un lapin du chapeau. C'est plate à dire, mais c'est ça quand même la réalité. Puis là, je sais que mon discours ne plaira pas, mais sincèrement, rendu ici, là, moi, je ne fais pas des vidéos pour plaire à monsieur et madame tout le monde, là. Je partage. Puis je partage à partir d'une réalité que j'ai vécue.
Parce que j'ai été accompagnée aussi dans mon processus à certains moments de mon processus. Puis, entre autres, je me souviens d'un accompagnant que j'ai eu qui, lui, employait des techniques énergétiques. Et quand que je me couchais sur la table puis qu'il mettait les mains sur moi, là, ben, je me mettais à avoir toutes sortes de kriyas. Là, mais ça, des kriyas, j'en avais la nuit, j'en avais au début, j'en avais tout le temps. J'en avais dès que mon corps se mettait au repos, je me mettais à avoir des kriyas parce que mon système nerveux était loin d'être en santé. Au contraire, à ce moment-là, il était quand même assez malade et assez endommagé. Donc, tout ceci pour dire qu'il mettait ses mains sur moi, puis ben, c'est ça. Je veux dire, il augmentait le niveau d'énergie. Donc, mon corps, il pouf, 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 ça rencontrait des blocages. Là, après ça, ben, ces gens-là, ils vous disent qu'en faisant ça, et là, j'arrive à mon prochain point, ben là, on voit dans les vidéos les gens bouger de toutes sortes de façons, mais on voit aussi les gens entrer dans des états émotionnels qui peuvent paraître parfois dans ces vidéos-là quand même assez impressionnants. Hein, les gens peuvent avoir les yeux qui révulsent, les gens peuvent se mettre à pleurer, avoir des libérations émotionnelles. Et là, on vous vend finalement que dans le fond, on augmente le niveau d'énergie sur votre système, puis dans le fond, on pousse ces résistances-là, on pousse ces blocages-là, puis on vous permet de libérer des traumas et du mémoriel. Hey! Ça, là, c'est un argument qui, selon moi, peut potentiellement être dans les dangers que j'associe à ces pratiques-là. Parce que, et là, je vais vous donner une autre analogie qui, je crois, je l'ai peut-être déjà utilisée dans une vidéo. Je vais vous faire un parallèle avec les retraites Vipassana. Si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par la spiritualité, peut-être que vous connaissez les pratiques bouddhistes. Et dans les pratiques bouddhistes, il y a ce qu'on appelle les retraites Vipassana, qui sont des retraites de base, c'est 10 jours, mais ça peut être plus que ça, ou c'est des retraites de silence complet et total. Vous passez vraiment 10 jours dans un silence complet et total à faire des pratiques méditatives. Mais avant d'aller dans une retraite Vipassana, généralement, on va vous envoyer un petit questionnaire où on va poser beaucoup de questions par rapport à votre santé physique et psychologique et mentale et intellectuelle et tout ce que vous voulez. Votre santé à tous les niveaux. Parce qu'on ne vous admettra pas dans une retraite Vipassana si vous avez des problèmes de santé trop importants et c'est sûr qu'on ne vous admettra pas dans une retraite Vipassana si vous avez des problèmes de santé mentale. Parce que vous retrouvez 10 jours dans le silence avec vous-même, puis votre narratif intérieur, puis vos souffrances intérieures, puis tout ce qui se raconte à l'intérieur de vous, ça peut devenir très rapidement déstabilisant et ça ne peut que faire monter des états de souffrance chez quelqu'un qui est déjà passablement challengé de ce côté-là. Donc, on veut des individus qui, généralement, ont quand même eu une certaine forme de cheminement, que ce soit thérapeutique ou autre, qui vont faire en sorte qu'ils ne décompenseront pas puis ils ne se désorganiseront pas pendant la retraite. Bien, les activations de Kundalini, c'est exactement la même chose. Si vous vous rendez dans ces activations-là, puis c'est aussi vrai pour les pratiques de ce type-là qui se font en Inde, qu'on appelle des Shaktipat, hein, qui sont vraiment des transmissions énergétiques du maître à ses disciples, oui. Si vous vous rendez dans ces événements-là et que vous avez des enjeux de santé mentale ou des enjeux de santé physique trop importants, vous ne sortirez pas de là. Je vais prendre un terme qui ne se dit pas, là, ramieuter, améliorer, pimper, augmenter, élever, plus conscient, plus. Non, au contraire, ça risque de faire remonter des souffrances. Et là, quand on voit ça dans les fameuses vidéos, là, les gens qui rentrent dans toutes sortes d'états émotionnels, ben là, on associe ça tout de suite à libération mémorielle et libération de trauma. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça peut être juste la réminiscence d'un souvenir douloureux qui monte et qui, là, est rencontré dans le cadre de la pratique, puis c'est le fun, puis c'est joyeux si vous le rencontrez, parce que là, ça vous remet en contact avec quelque chose que vous allez avoir à adresser. Puis ça ne s'adresse pas juste parce que là, on a pleuré 4-5 minutes sur un tapis, là. Un véritable trauma, il y a une démarche de libération qui se fait quand même en plusieurs étapes et qui nécessite aussi souvent, pas toujours, mais qui peut nécessiter un travail d'accompagnement autre que... C'est pas juste énergétique, ce truc-là. Là. Puis, écoutez, j'ai vécu ici une libération mémorielle importante et malgré la libération mémorielle qui s'est effectuée je vous dirais, ça a été intense les 2-3 premières années, un peu plus tard, dans mon processus, j'ai été mis face à des traumas que j'ai dû aller libérer avec des professionnels parce que c'était pas juste
c'est bien beau, là, le souvenir remonte, puis le souvenir est là, puis là, bon, on le processe, mais il y a un travail d'accompagnement qui vient avec la libération d'un trauma important. Puis là, je ne vous parle pas de, je ne sais pas, moi, une petite affaire d'enfant là, qui est anodine. Là, je vous parle de traumas plus importants. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des traumas plus importants, qui ont vécu des choses fortement désagréables dans l'enfance, dans l'adolescence ou même à l'âge adulte. Et puis, libérer ça, ben il y a toutes sortes de techniques, puis c'est pas pour rien qu'on a de plus en plus de techniques à caractère somatique qui vont travailler avec le corps en tant que tel, parce que c'est pas juste énergétique, ce truc-là. Souvent, les traumas, ils descendent jusque dans la couche physique. Fait que tu sais, de dire que parce que vous avez pleuré 4-5 minutes là, dans une activation de Kundalini, parce que vous avez revisité un souvenir, ça vous a libéré de votre trauma, c'est ça aussi, je trouve que là, on n'est pas loin de vous vendre quelque chose qui n'est pas tout à fait un reflet de la réalité telle qu'elle se vit généralement pour la plupart des gens. Et là, je déborde de l'aspect Kundalini. Je pense que la majorité des gens qui ont vécu des traumas importants dans leur vie, puis qui ont eu à les revisiter, puis à les libérer d'une façon quelconque, viendront pas me contredire là-dessus, viendront pas me contredire à l'effet que ça passe juste par une petite pratique énergétique, ce truc-là. Donc voilà. Fait que ça, j'avais le goût de vous aborder ça parce que c'est vraiment toujours très impressionnant quand on voit ces vidéos-là. Et c'est sûr, puis c'est normal. Je veux dire, moi, je me rappelle les premières années que j'ai vécu mon processus. Dès que je me mettais au repos, moi, je me mettais à avoir des kriyas comme ça, puis étant complètement néophyte, puis ayant pas vraiment de bagage au départ, je veux dire, à un moment donné, tu finis presque par te demander si t'es pas possédé, là, je veux dire. Puis je comprends pourquoi les approches chrétiennes, formelles, traditionnelles, se servent beaucoup de la Kundalini, de l'analogie avec le serpent, du caractère démoniaque et de la possession pour soutenir finalement que tout ça, c'est un processus dangereux ou que c'est un processus démoniaque ou je ne sais pas quoi, parce qu'effectivement que c'est impressionnant voir les gens comme ça, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de la vraie connaissance qui rentre là-dedans, puis il faut comprendre comment notre système nerveux y est fait, puis notre système nerveux, ben, chez la majorité des êtres humains, ben, il est hypothéqué d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que par nos modes de vie qui sont quand même assez stressants, rapides et demandants et exigeants. Donc, nos systèmes nerveux sont tous et toutes déjà pas mal sous tension. Est-ce que c'est une bonne idée que d'aller voir un praticien qui va en rajouter de la tension sur votre système en mettant ses mains sur vous ou en faisant des simagrées au-dessus de vous? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir où vous en êtes dans votre chemin, puis qu'est-ce que vous avez déjà fait comme travail, que ce soit thérapeutique ou spirituel. Mais ça demande du discernement, tout ça. Puis il faut dépasser le simple aspect des arguments de vente qui vous sont présentés dans les vidéos ou dans les reportages ou les podcasts, ou en tout cas tous ceux qui finalement font de la publicité pour ce genre de trucs-là. Donc voilà. Et là maintenant, j'en viens au fait de, bon, est-ce que la Kundalini, c'est dangereux ou pas? Bien, je viens de l'aborder un peu. Si vous êtes déjà quelqu'un qui est sous tension, qui est stressé, qui est un petit paquet de nerfs ambulant, qui a eu un passé le moindrement difficile ou exigeant ou demandant, qui a rencontré des enjeux lourds au niveau psychologique, au niveau intime et personnel, si vous avez des enjeux de santé mentale, bon, bref, vous voyez un peu où je m'en vais avec tout ça. Si votre niveau de santé global n'est pas à son meilleur, puis que vous n'êtes pas dans un état, vous n'avez pas déjà un bon bout de cheminement de fait au niveau d'une espèce d'état d'équilibre intérieur, ben oui, de vouloir forcer la Kundalini, ben oui, ça peut être dangereux. Mais encore là, c'est dangereux. Écoutez, moi, je suis le prototype même de quelqu'un qui allait pas très bien au moment où ça s'est éveillé, cette affaire-là. J'avais des enjeux de santé assez importants, autant au niveau physique que psychologique. J'avais un diagnostic en santé mentale. Et puis, regardez, je suis là, puis je vous parle aujourd'hui. Donc, il ne faut pas faire une règle que je vais pas bien, donc la Kundalini, c'est pas pour moi. Ça aussi, c'est une analogie qui est facile à faire. Je pense que la Kundalini, en bout de ligne, on a besoin d'avoir une certaine forme d'éducation, puis
beaucoup d'informations plus claires, plus nettes. Je pense que c'est important qu'on ait de l'information au niveau de la Kundalini. Puis il y a des gens sur le web qui le font, puis qui le font très bien. Ils ne sont pas légion, là. Il n'y en a pas des tonnes et des tonnes, mais il y en a quand même quelques-uns. Et ceux qui le font bien, ben chapeau, thumbs up à ces gens-là qui le font bien, parce que je pense qu'on a besoin d'informations justes et appropriées par rapport à ce topo-là. Mais on n'a pas besoin de l'éveiller puis de l'activer. Ça va se faire quand ça va avoir à se faire. Et ça peut se faire chez quelqu'un qui a cheminé très longtemps en spiritualité, comme ça peut se faire chez quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir eu aucun background ou préparation pour ça. Parce que là, bon, là, on rentre dans tout le discours des vies antérieures, là, en tout cas, bref. Je n'ai pas vraiment d'opinion, mais ce qui se véhicule là-dessus, c'est que ça s'éveille quand c'est prêt. Donc, il y a peut-être un travail de préparation antérieure qui s'est fait dans des vies antérieures. Bon, et là, la personne est prête. Perso, ici, je n'ai jamais eu de réminiscence de vie antérieure qui m'ont permis de voir de préparation qui avait déjà été faite avant. Bon, fait que moi, je ne peux pas valider cette croyance-là qui circule beaucoup. Donc, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, mais je pense que, tu sais, dans le fond, on finit toujours par expérimenter un peu ce en quoi on croit. Donc, c'est certain que si vous croyez que la Kundalini, c'est très dangereux, peut-être que ça va être horrible pour vous. Puis si vous croyez que c'est merveilleux, peut-être que ça va être merveilleux pour vous. Moi, je n'avais pas de croyance, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, ça a été les deux. Ça a été à la fois horrible et à la fois merveilleux. J'ai vécu les deux de façon concomitante. Donc, moi, je ne suis pas ici pour vous dire c'est épouvantable la Kundalini ou c'est extatique puis c'est merveilleux la Kundalini. Sur le long terme, oui, oui, oui. Il y a une certaine forme justement bon, d'extase, c'est un peu fort, là. Ben oui, on va le dire comme ça. J'aime pas utiliser le terme parce que justement, ça crée beaucoup d'imaginaire chez les gens, fait que c'est pour ça que je l'utilise pas. Mais on ne cachera pas, j'ai pas le goût de cacher la réalité non plus. Sur le long terme, je vais prendre un anglicisme encore, là, c'est très blissful, là, c'est très... Ça apporte beaucoup de... En tout cas, bref, j'en ai déjà fait état dans d'autres vidéos, je ne reviendrai pas, là, ça apporte beaucoup de joie, de paix et d'amour, ce truc-là, mais c'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Et ça, je vous dirais que ça s'installe justement quand on arrête de rechercher aussi ces états-là, parce que tant que vous recherchez la paix, l'amour, la joie, puis tous les états élevés, ben, ça va venir, ça va partir, ça va venir, ça va partir, parce que vous vous accrochez encore à quelque chose. Donc, dès qu'on s'accroche à quelque chose, ben soit on expérimente l'extrême opposé pour qu'on finisse par lâcher prise là-dessus, ou soit on l'expérimente pendant un temps, mais ça ne se maintiendra pas. Parce que tout le problème se situe dans la croyance puis dans la saisie de la croyance. Donc, est-ce que la Kundalini, ben, c'est dangereux? Ben, jusqu'à un certain point, oui, ça peut rendre... Ben, c'est pas que c'est dangereux, mais ça peut rendre votre vie quand même... Ça peut vous pourrir l'existence pendant quand même un certain nombre d'années. Puis ça, il y a quand même beaucoup de gens qui en témoignent. Moi, personnellement, comme je vous dis, j'ai vécu les deux à la fois, fait que je peux même pas dire que ça a pourri mon existence, mais je peux attester que ça m'a quand même mis sur le carreau pendant un certain temps parce que j'étais vraiment dans des libérations émotionnelles qui faisaient que j'étais là-dedans 24 heures sur 24 puis je pouvais pas faire ben d'autres choses que ça. Fait que oui, ça a été très envahissant pendant un certain temps, mais d'un autre côté, c'était parfait parce que la vie m'avait dégagé un espace qui me permettait de faire de me soumettre à ça. Finalement, je m'en disais de faire le travail, mais ça serait tellement pas bien formulé la chose, mais plutôt de me soumettre à ça et de laisser le processus se faire. Parce que c'est vraiment ça, ça se fait. Le processus se fait, puis il n'y a pas personne qui dirige ou qui contrôle quoi que ce soit. Donc, voilà, ça, c'est une grande illusion qui est partagée dans le milieu des activations et même, je vous dirais, dans certains milieux de yoga, pas tous les milieux, je ne veux pas généraliser, mais des fois, dans certains milieux de yoga, quand il est question de Kundalini, ben c'est ça, on l'associe beaucoup à un pouvoir spirituel. Donc, il y a toutes les croyances qui viennent avec l'idée du pouvoir, qu'il soit spirituel, financier, matériel, social. Quand on parle de pouvoir, il y a toutes sortes de croyances qui viennent avec ça.
Donc voilà. Ensuite de ça, je vais regarder comment... Oh, je suis rendue à 44 minutes, ça va être un gros vidéo, ça, les amis. Mythe, la Kundalini, ça conduit à l'illumination. C'est faux. La Kundalini, ça conduit à l'individuation, qui est un processus qui est différent de l'illumination. Je n'irai pas plus loin là-dessus parce que j'en ai déjà fait état dans d'autres vidéos également. Il y a plusieurs processus de vie à l'heure actuelle qui sont là dans notre monde à favoriser le fait que les gens deviennent plus conscients ou développent un autre niveau de conscience, appelez ça comme vous voulez, là. Moi, j'appelle ça la vie. Hein? Fait que quand on appelle ça la vie, tout bonnement, ben, on arrête de s'enfarger les fleurs du tapis pour récupérer ça comme étant le fait qu'il y a quelqu'un qui est éveillé, il y a quelqu'un qui est réalisé, il y a quelqu'un. Bon, il y a la vie. Il y a la vie qui se manifeste à travers chacun de nous de différentes façons, mais à l'heure actuelle, c'est certain qu'il y a plus de gens qui sont dans des réalités dites d'éveil, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui prennent conscience des dimensions subtiles et moins tangibles de la vie, qui cessent de tourner les yeux vers la matérialité, qui là commence à s'intéresser à des sujets plus subtils ou plus profonds ou plus à tourner le regard vers l'intérieur, mais de façon différente ou complémentaire à certaines approches psychologiques qui nous permettaient déjà de le faire. Donc, dans ce contexte-là, à l'heure actuelle, au niveau énergétique, il y a quand même plusieurs types de processus qui sont à l'œuvre. Il y a un processus qui date quand même, je vous dirais, qui était quand même assez courant au cours de peut-être les 2 ou 3 derniers siècles, qui était un processus que les bouddhistes ont appelé éveil ou illumination. Et il y a d'autres processus plus anciens qui ressurgissent, comme les processus de Kundalini, qui sont plus des processus d'individuation. Et là, il y a une différence quand même assez importante, pas dans les résultantes, oui, d'une certaine façon, mais c'est surtout dans la façon dont s'orientent les énergies dans ces processus-là. Ils ne s'orientent pas de la même façon, puis ils ne progressent pas de la même façon non plus. Et là, on mélange toutes sortes de choses. Et c'est pour ça qu'il y a autant je vous dirais, de clash parfois entre les approches non duelles puis les approches de type yoga, où là, ça se regarde un peu, ces deux approches-là de l'Orient, puis il y en a une qui bon, ça se regarde avec beaucoup de condescendance et de complaisance, là, on ne se le cachera pas. Hein, les gens de la non-dualité, oui, puis de l'Advaita vont regarder un peu parfois certaines approches de yoga un peu de travers, puis les approches tantriques et cachemiriennes vont regarder parfois les approches non-duelles un peu de travers. Bon, bref, ça c'est l'humain. C'est l'humain, on ne changera pas l'humain. Mais c'est important de comprendre que les deux approches sont bonnes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Tous les chemins sont bons. Là. Tu veux dire, c'est la vie. La vie, elle trouve son chemin, puis elle prend le chemin qu'elle peut prendre chez les individus en fonction de la manière dont les énergies sont orientées chez les uns et chez les autres. Donc, tous les processus sont bons, mais au niveau énergétique, il y a quand même des distinctions à faire entre différents processus qui sont là à l'heure actuelle. Puis là, ben, quand on arrive dans la Kundalini, c'est exactement comme quand on arrive dans les approches non duelles, les gens mélangent tout. Les gens mélangent tout, puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent la plupart du temps parce que qui dit partage hâtif dit conclusion hâtive. J'y reviens encore une fois. Donc voilà, fait que ça c'est un mythe. La Kundalini conduit à l'illumination. Dans un processus de Kundalini, l'avantage, puis encore là, c'est un bien grand mot, avantage, là, c'est qu'il a quand même été assez bien documenté par les traditions orientales au fil des ans et au fil des siècles. Donc, même si bon, c'est des systèmes qu'on vous a présentés, puis qu'il y a des choses qui bougent aussi dans ces systèmes-là, bien, il y a quand même des processus et des étapes dans un processus de Kundalini qui sont quand même plus clairs. Tu sais, bon, il y a comme quatre centres à activer, 4 centres ou creusets à activer, puis 3 étapes fondamentales. Bon, en gros, après ça, bon, là, les gens vous amènent des systèmes de chakras à 7 chakras, à 9 chakras, à 12 chakras. Bon, là-dedans, là, on peut se perdre dans ça. Hein, c'est des systèmes. Mais peu importe le système avec lequel on vous arrive, il y a quand même des réalités immuables, qu'il y a 4 creusets chez nous qui doivent être activés à l'intérieur de chaque être humain. C'est un système, ce truc-là. Puis après ça, ben là, il y a des étapes sur les différentes énergies, comment qu'elles procèdent, qu'est-ce qu'elles font, puis c'est quoi. Bon, tu sais. Fait que ça, c'est ça qui fait l'intérêt d'un processus de Kundalini, c'est que
il y a beaucoup d'informations qu'on peut transmettre qui permet à l'humain de comprendre qu'est-ce qui est en train de se produire en lui. Après ça, ben, il faut quand même que l'humain coopère à ce système-là. Puis la connaissance, ben, elle peut vous entraîner vers justement des fixations sur des systèmes qui vont vous éloigner de ce qui est en train de se passer dans votre réalité intérieure. Mais quand l'esprit s'oriente bien, ben, la connaissance peut vous donner certains points de repère qui vont vous rassurer puis vous permettre de vous abandonner au processus. Fait que quand la connaissance s'oriente de cette façon-là, c'est-à-dire on transmet de l'information, la personne l'apprend, la personne fait le discernement là-dedans, elle fait confiance au processus, elle se soumet, mais elle se sent sécurisée parce qu'elle sait qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en elle, qui procèdent d'une certaine façon, puis qui vont se faire comme elles ont à se faire. Bien, ça, c'est bon, c'est une bonne chose. Et c'est là que les partages sur le web peuvent vous aider, comme ils peuvent aussi vous nuire. Parce que qui dit partage hâtif dit conclusion hâtive, et là, vous pouvez tomber sur de l'information qui est incomplète, qui est véhiculée un peu n'importe comment, ou qui est véhiculée à partir de ces enseignements-là et ces systèmes-là, plutôt qu'à partir d'une expérience vécue. Il faut qu'il y ait comme un peu une conjugaison des deux, c'est-à-dire que la personne qui partage une certaine forme de connaissance, ben, il faut qu'elle fasse quand même à partir d'un minimum d'expérience vécue, qu'après ça, elle va pouvoir compléter avec les systèmes existants qui sont offerts ou en les peaufinant ou je vais dire les arrangeant à sa sauce et à sa manière en fonction de ce qu'elle a vécu puis ce qu'elle elle a compris, il ou elle là, a compris. Quand c'est fait comme ça, ben, généralement, ben, ces partages-là peuvent être très intéressants. Ils peuvent être intéressants. Mais comme je vous dis, il n'y en a pas tant là, qui en font, en tout cas du côté francophone. Là, moi, j'ai fouillé beaucoup. J'ai vraiment beaucoup fouillé au début. Et puis, du côté francophone, je n'ai jamais rien trouvé en 5 ou 6 ans là, qui m'enlignait, hormis peut-être un documentaire une fois que j'ai vu du côté francophone qui l'a fait comme « Oh, OK, là, je reconnais certaines choses que j'ai vécues là-dedans. » Mais ces choses-là me rassuraient par rapport à ce que j'avais vécu, mais ça ne m'expliquait pas ce qui était en train de se vivre concrètement en moi. Et là, je voulais en venir un petit peu au prochain point, que souvent aussi on fait des analogies, puis on va dire que la Kundalini, ça donne accès à la connaissance, là, la connaissance avec un grand C, là, ou ce que d'autres vont appeler les annales akashiques, puis en tout cas, bref, toutes ces affaires-là qui réfèrent finalement à la supraconscience, puis au fait d'accéder au grand bassin de connaissances avec un C majuscule, là. Ça aussi, c'est un petit peu leurre, hein, parce que en fait, plus vous cheminez, plus vous vous apercevez que vous savez rien dans la vie. L'humain, là, le bassin de connaissances auquel on réfère, auquel on accéderait, ben, c'est la connaissance humaine. C'est la connaissance humaine. Fait que, puis l'humain, finalement, il ne sait pas grand-chose. Il ne sait pas grand-chose sur le fonctionnement de l'univers. Fait qu'on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose. Mais nonobstant ça, ce que j'ai réalisé ici, c'est qu'on sait toujours ce qu'on a besoin de savoir. Puis l'avantage, je vous dirais, dans le cheminement, c'est que moi, à un moment donné, en tout cas assez rapidement, là, ça s'est fait peut-être, je dirais, au bout de, je sais pas moi, peut-être 3 ans, à un moment donné, j'ai eu un désintérêt total pour la connaissance. J'ai arrêté de lire sa Kundalini, j'ai arrêté de lire sur les processus d'éveil, j'ai arrêté de lire sur toutes ces patentes-là parce que du jour au lendemain, ce désintérêt, ça s'est effondré totalement, ce truc-là. Donc, bref, tout ça pour dire que à partir du moment où j'ai arrêté de faire ça, bien, les choses se sont faites beaucoup plus fluidement et beaucoup plus facilement. Là, vous excuserez les bruits de fond qui sont en arrière de moi. Il y a un petit peu d'activité dans la maison. Mais les choses se sont faites plus fluidement et plus aisément. Puis après ça, comme je vous dis, là, après plusieurs années, là, il y a vraiment des insights qui sont venus, puis une compréhension qui s'est affinée. Puis vraiment, là, il y a quelque chose qui s'est installé qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'en parler. Puis, mais justement, c'est pas un bagage appris. C'est vraiment intuitif. Donc, et ça va se manifester de la façon dont ça a besoin de se manifester selon les circonstances. Donc, voilà, c'était un peu ce que je voulais vous partager. Et dernier mythe aussi que je voulais aborder avec vous, c'était la question de la Kundalini, là, ça conduit à l'amour. Ouais, l'amour lucide. Ça conduit à la manifestation de certains attributs naturels de la conscience qui, pour moi, sont l'amour, la beauté, la créativité, l'intelligence. Donc, oui, ça va se manifester dans votre vie, selon le besoin, selon les circonstances, selon les situations. Et
Ben, l'amour, c'est pas, ben ça, j'en ai beaucoup fait état dans le dernier vidéo, là. L'amour, c'est pas l'amour rose, bonbon, licorne, New Age et tutti quanti là, qu'on voit circuler un peu partout. C'est un amour lucide qui est fait de clarté et d'intelligence. Donc voilà. Fait que, bref, je suis rendue à plus de presque 55 minutes. C'est un très long vidéo. Alors, c'était un peu les mythes que je voulais déconstruire aujourd'hui relativement à tout ce qui circule. Maintenant, ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, c'est OK aussi. S'il y a d'autres choses qui vont dans d'autres directions qui vous parlent, ben, c'est OK aussi. Moi, je vous dis ce qui, moi, m'apparaît incohérent en fonction de ce qui s'est vécu ici, puis ce qui s'est compris après maintenant plus de 10 ans de cheminement, mais vous en faites ce que vous voulez. Je propose, vous disposez. Donc, je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite, comme à l'habitude, un très joyeux maintenant. Ciao!